On va parler maintenant du contrat de mariage. Oui, un contrat de mariage pour le meilleur et pour le pire, donc il vaut mieux en signer un avant de se marier. Vous le savez, dans cette émission, le principe, c'est de répondre à vos questions, celles que vous nous envoyez via les réseaux sociaux. Et alors, nous avons aujourd'hui une question de Chloé de Laval. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans, je suis téléconseillère et j'habite à Laval. J'avais une question au niveau du contrat de mariage. Je voulais savoir si c'était vraiment important d'en faire un et si jamais on pouvait le modifier au cours de l'union. Alors, donc, deux petites questions en une. Pour vous répondre, Chloé, nous avons invité un notaire sur le plateau et nous avons préparé une petite vidéo qui récapitule les différents cas de figure. On regarde. Attendez, excusez-moi, mais vous avez pensé à faire un contrat de mariage pour vous protéger? Bah c'est pas la peine, mamie, on s'aime. C'est la phrase que vous ne pensiez pas entendre un jour, et pourtant, mamie Colette n'a pas pu s'en empêcher. Et elle n'a pas tort, cette formalité n'est pas réservée qu'aux stars d'Hollywood, car il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, direction chez le notaire. Et après, c'est un peu comme au resto, on peut choisir sa formule. Menu 1, le régime communautaire ou universel. Tout ce qui était à vous n'est plus seulement à vous. Tous les biens sont mis en commun, même vos dettes, votre maison de campagne ou encore les draps Mickey de votre enfance. Menu 2, le régime de la séparation des biens. Chacun ses affaires et tout le monde est content. Menu 3, le régime de la communauté réduite aux acquêts. 1966, c'est le régime automatique s'il n'y a pas de contrat de mariage. Tout ce qui s'est passé avant ne concerne pas l'autre, mais on partage la moitié des biens acquis après le D-Day. Et enfin, le menu 4, le régime de la participation aux acquêts, le chouchou des Allemands et des Suisses. Chacun garde ses biens d'avant-union, mais en cas de divorce, chacun récupère ce qu'il a investi au centime près. Au moment de l'addition chez le notaire, prévoyez environ 425 €. Mais rassurez-vous, à ce prix-là, vous avez le temps de la réflexion. Vous avez 2 ans après le jour J pour signer votre contrat de mariage. Et si vous héritez d'un gros magot, le contrat pourra être modifié tout au long de votre histoire d'amour avec l'accord de chaton. Alors, ça fait beaucoup d'informations en très peu de temps. On va reprendre avec vous, Maître, toutes ces informations pour que ce soit plus clair. Alors, je ne vous pose pas la question, je vois que vous avez une alliance, donc vous êtes marié. Oui. vous également ou pas? Non. Donc, contrat de mariage peut-être, alors David? Non plus. Bon, bah, écoutez bien, on ne sait jamais. Donc, le contrat de mariage, pour commencer, si on n'en fait pas, on est sous quel régime? Alors, on est sous le régime d'un contrat qui est un contrat automatique. C'est-à-dire que la loi de 1966, a décidé que les gens qui allaient se marier en mairie seraient soumis à un régime obligatoire qu'on appelle la communauté réduite aux acquêts. C'est un régime automatique qui est un régime en effet des années 60, donc un régime qui n'a pas évolué depuis plus de 50 ans alors que la société a beaucoup évolué. Et donc la question du contrat de mariage, qui est donc la question du choix avant de se marier, de se soumettre à un autre régime que ce régime automatique, devient de plus en plus pertinent. Il l'était déjà il y a 30 ans, il l'est encore plus aujourd'hui, car les habitudes des familles ont évolué, et le contrat permet d'appliquer les règles au choix de vie que vous allez vous donner pendant le mariage. Donc, ces règles des années 60, c'est communauté, on se partage absolument tout. Alors, voilà. En fait, c'est communauté réduite aux acquêts. Ça veut dire que tout l'enrichissement qui va être créé pendant l'union, toutes les économies, les gains au loto, les loyers même de biens propres, vos salaires, vos dettes, c'est-à-dire que l'un des époux fait un prêt à la consommation pour s'acheter une Porsche, une belle voiture, l'autre doit l'assumer. Tout est mis en commun. Et donc, ça peut poser quand même des difficultés. Alors, il y a des gens qui se marient avec vraiment cet esprit communautaire. On se marie, on met tout en commun, et donc j'accepte l'idée qu'un jour, si on se sépare, tu auras le droit à la moitié de mes économies, alors que toi, tu n'en auras pas fait. Mais concrètement, en réalité, ce qu'on constate, c'est que la société d'aujourd'hui a un peu moins l'esprit communautaire, même dans le couple. Pour preuve, le Pacs ne fonctionne pas comme ça. Exactement. Le Pacs qui a été mis en place dans les années 2000, le gouvernement, à l'époque, a choisi d'appliquer un régime séparatiste. Et vous avez beaucoup de pays en Europe qui ont fait le choix de la séparation des biens, qui peut quand même parfois sembler le régime
le plus adapté à nos sociétés modernes. En tout cas, je me pose la question. Donc ce serait le régime, comment on l'appelle, régime séparation des biens, Voilà, celui-ci. exactement. Voilà. En fait, le régime de la séparation des biens, c'est un régime où on garde la maîtrise de ses revenus, de ses économies, de ses propres dettes. C'est un régime qu'on conseille surtout, avant tout, pour les professions libérales qui prennent des risques financiers dans leur activité professionnelle, afin de protéger le conjoint de ces risques. Mais finalement, ce qu'on constate, c'est que souvent, dans le couple, chacun des membres du couple a ses comptes, ses économies, et ils mettent en place un compte commun sur lequel ils vont effectuer les dépenses courantes. Et finalement, cette architecture financière, elle correspond plus à l'esprit de la séparation de biens. Je rappelle qu'en communauté, donc le mariage sans contrat, c'est un peu technique, mais un compte, même s'il a votre nom, c'est-à-dire que moi je m'appelle Jean-Charles, j'ai un compte au nom de Jean-Charles, je suis marié en communauté, le compte est à mon nom, mais finalement la moitié de ce qu'il y a dessus appartient à mon épouse. À votre épouse. Et les gens ne sont pas forcément au courant de ce système-là. Et comment vous faites pour conseiller un jeune couple qui vient vous voir pour savoir quel contrat correspond? Vous étudiez le patrimoine, mais bon, est-ce qu'il y en a déjà? Alors, ou pas? Le contrat, ce sont les règles du jeu pour toute la vie du mariage. Donc on ne sait pas quelle sera la situation financière, personnelle des gens au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans. Moi, personnellement, je m'attache plus à la philosophie qui est recherchée chez les gens qui se marient. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils ont un esprit plutôt communautaire? Est-ce qu'ils considèrent qu'en effet, si un des époux crée une entreprise pendant le mariage, cette activité sera commune, parce que lorsqu'on se marie sans contrat et qu'on crée une entreprise, par exemple un restaurant, vous êtes marié, vous créez un restaurant, le restaurant, il appartient aux deux, alors que l'autre n'y a pas du tout participé. Et donc je pose des questions comme ça, est-ce que vous trouvez ça normal ou pas normal? Et en fonction des réponses? Et en fonction des réponses, on va conseiller, le notaire va conseiller les gens qui vont se marier plutôt vers une absence de contrat, c'est-à-dire un régime de communauté ryutosake, ou plutôt sur un contrat, on va dire, à tendance séparatiste. Donc il y en a plusieurs, il y a la participation zake, il y a la séparation des biens purs et simples. Après, mais alors, ça quand on devient arrive et technique. on est jeune, on est amoureux, on est passionné, on n'a pas envie de se poser toutes ces questions-là. Souvent, c'est un peu, on va dire, la famille qui va pousser un des époux à dire « je préférais que tu signes un L'exemple de la contrat grand-mère mariage. est très pertinent. Voilà. C'est vrai que souvent, ce sont les parents et les grands-parents, voire même qui essayent d'accompagner les jeunes qui se marient chez le notaire. Alors souvent, le notaire, il dit, non, vous restez dans la salle d'attente. Parce que, Ils sont assez grands. Voilà, ils sont assez grands pour décider ce qu'ils veulent. Est-ce que ça peut évoluer en fonction des âges? C'est-à-dire, on décide de se marier, on choisit un régime, mais au bout de 40 ans de mariage, on préfère en faire un autre. Est-ce que ça peut évoluer également? Tout à fait. Et alors, c'est vraiment d'actualité. Vous avez une loi qui est passée au journal officiel cette semaine, qui vient un peu simplifier les choses. Auparavant, lorsqu'on voulait changer de contrat de mariage, on devait déjà attendre 2 ans. Les 2 premières années, c'était pas possible. Et quand on voulait le faire, et qu'on avait des enfants mineurs, ce qui est souvent le cas, on avait l'obligation de signer un acte chez le notaire, de prendre un avocat et d'aller au tribunal pour que le juge valide ce changement, ce qui prenait environ entre 9 et 12 mois, avec pas mal de frais. Et le gouvernement, qui est dans un mouvement de déjudiciarisation du droit, considère dorénavant, depuis 2 jours, que le changement de régime en cours de mariage ne nécessite plus de respecter le délai de 2 ans et ne nécessite plus, en présence d'enfants mineurs, de passer devant le juge. C'est une forme de révolution et c'est une simplification du droit. Et pour les auditeurs qui nous regardent, en effet, je pense que c'est important de le savoir, c'est simplifié. Et donc, qu'est-ce qu'on constate en pratique? Le problème le plus courant, ce sont souvent la question du chef d'entreprise qui s'est marié sans contrat et qui, au fur et à mesure des prêts, des risques financiers, a son expert comptable, son banquier, son avocat, qui lui dit « Ah, mais il faut être en séparation de biens ». Et là, on était sur un système très lourd, très coûteux. Ce système est simplifié. Il suffit d'aller voir son notaire. Voilà, et ça permettra, je pense, d'éviter des situations difficiles. Parfait. Écoutez, merci. Ça a été très clair, pourtant, sur une question très pointue et compliquée. Merci pour votre clarté.